Donc, ce webinaire, il a été organisé par le comité éducationnel du Centre d'excellence de Montpellier sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Ce comité éducationnel a comme objectif d'animer le réseau régional sur l'autisme et les TND. Et à partir de là, avec l'aide de professionnels et des familles, et c'est le cas des 3 familles que nous recevons ce matin, puisqu'on les reçoit en tant qu'invités, mais en même temps en tant que membres du centre d'excellence, puisque voilà, elles font partie, elles siègent dans ce comité tout au long de l'année. On avait déjà organisé il y a quelques semaines un webinaire où on avait présenté d'autres membres du comité éducationnel, notamment nos 2 réseaux, Réseau Maladies Rares et puis Occitadis. Et donc aujourd'hui, on vous propose donc de faire connaissance. Alors certains les connaissent déjà sûrement, mais peut-être pas toutes les 3. On vous propose de faire connaissance à la fois avec les 3 associations et leurs représentants. Donc Madame Martine Mangin pour Hyper Super TDAH France, pour Dyspraxique mais Fantastique 34, Madame Nadia Chebaïki. Et puis pour Dyslexique Occitanie, Madame Oconcepcion El Chami. Voilà nos trois invités aujourd'hui et nos 3 membres du comité éducationnel. On a choisi une modalité d'interview, c'est-à-dire qu'on a avec elle choisi plusieurs thèmes, 4 thèmes en particulier. D'abord, une présentation rapide de leur association et donc comment elle s'adresse aux familles et quels conseils elles peuvent donner en première intention aux familles. On abordera ensuite un autre thème qui tient à cœur, évidemment, l'ensemble des familles, mais également des professionnels, qui est celui de l'école. Et puis, un 3e thème qui sera autour du parcours et en particulier du parcours de soins. Et enfin, on essaiera sur la dernière partie de réfléchir autour du rôle du centre d'excellence et comment ces familles et ces associations voient le travail qui reste encore à construire, puisque le centre d'excellence, c'est quand même un bébé encore. Donc, il reste tout à faire et avec elle, on réfléchira sur cette question du centre d'excellence et de la place qu'il peut et du rôle qu'il peut jouer à l'avenir. Voilà un petit peu pour le cadre. On est parti pour 1h15 de travail. Et donc, si vous le voulez bien, on va commencer par le premier thème. Et donc, la première présentation de l'association. Donc, on va demander à tour de dire qui elles sont. En fin de webinaire, vous aurez un petit diaporama avec les contacts des 3 associations. Donc, vous ne faites pas de soucis si jamais à l'issue vous voulez les contacter plus individuellement, vous pourrez le faire et vous aurez les adresses, les mails et même des téléphones. Donc, première question, peut-être avec Madame Mangin, Martine Mangin, pour Hyper Super TDAH France. Madame Mangin, bonjour d'abord. Bonjour. Pensez bien à ouvrir votre micro, qu'on vous entende bien. C'est fait. Super. Voilà. On y arrive, on y arrive. Donc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et, entre guillemets, les services que vous pouvez offrir aux familles, voire aux professionnels qui peuvent faire appel à vous, vous contacter, s'il vous plaît. Bon, merci. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, notre association, c'est avant tout elle est avant tout représentante des patients et de leurs proches. Donc, elle a été créée en 2002 et elle fédère environ 10 000 adhérents depuis cette date. Elle a été reconnue d'utilité publique en 2019 et elle possède l'agrément du ministère de la Santé.
Elle est uniquement composée de bénévoles. Donc, nous sommes environ 80 sur la France. Et nos missions principales, c'est principalement agir pour une meilleure connaissance du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, le sigle, c'est TDAH. Au sein des troubles du neurodéveloppement, c'est informer et accompagner les familles, parce qu'il y a un grand besoin. Également, intervenir auprès des institutions publiques et privées pour améliorer la connaissance, la prise en charge, le dépistage, les traitements, la recherche. C'est également et surtout favoriser l'inclusion scolaire, sociale ou professionnelle des enfants, des adolescents et des adultes qui sont atteints de TDAH. Donc, pour donner un ordre d'idée, la prévalence du TDAH, c'est quand même 4 enfants en âge scolaire et 3% des adultes. Et nous sommes là aussi pour déculpabiliser les parents, souvent accusés de carences éducatives. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette synthèse introductive, c'est parfait. Madame Chebaiki, pour Dyspraxique mais Fantastique 34, bonjour et merci. Bonjour à vous tous. Donc DMF 34, Dyspraxique mais Fantastique, est une association de la loi 1901 d'intérêt général et d'utilité publique qui a été créée par des parents d'enfants 10. DMF est également une fédération depuis 2003. On compte à peu près une vingtaine d'associations départementales au niveau national. La dyspraxie ou le TDC, donc le trouble développemental de la coordination et les troubles associés, sont enfin reconnus comme handicap à part entière, de la même façon sur tous les départements. Donc ça, ce sont ce que la fédération milite pour que tous les troubles associés soient enfin reconnus comme handicap à part entière de la même façon sur tous les départements, puisqu'on sait que d'un département à un autre, il y a des inégalités. Elle milite également pour que le maintien des PPS, donc du projet personnalisé de scolarisation pour les élèves dyspraxiques tout au long de la scolarité, et refuse la mise en place du PAP. Elle milite également pour les manuels numériques soient inclus dans l'exception handicap en participant avec le cartable fantastique à l'évolution de la loi, et que les enfants 10 aient réellement tous les aménagements pédagogiques et matériels adaptés dont ils ont besoin, et que les droits des enfants 10 soient enfin respectés. Les DMF 34 se mobilisent pour que les familles soient informées et accompagnées le mieux possible afin de défendre leurs droits et ceux de leurs enfants, bien sûr, que les familles puissent bénéficier de vrais partenariats, familles, enseignants et rééducateurs, que les professionnels et enseignants qui entourent l'enfant soient mieux formés aux troubles 10. Voilà, donc la prévalence en termes de dyspraxie, on compte à peu près 4 à 6% de la population, donc ce qui est relativement important. Voilà ce que je pouvais dire de notre association et des services que nous proposons. Très bien, merci Madame Chebaiki. Madame Elchami, bonjour, merci aussi à vous. Donc, pour votre association Dyslexique Occitanie, qu'en est-il de cette association qui a une histoire Voilà, eh bien, moi, je vais présenter juste Dyslexique Occitanie, c'est-à-dire c'est une association qui recouvre le territoire d'Apédicéro, moins les PO, puisqu'ensuite ils ont pris leur envol. Le mot Occitanie ne dit pas qu'on couvre l'Occitanie, puisqu'en fait, il y a également Apédie-Pyrénées de l'autre côté. Et Dyslexique Occitanie englobe aussi depuis peu Apédisga. Voilà. Donc, ce sont beaucoup de femmes dans l'équipe. Hein. C'est souvent les mères de famille qui montent au créneau, même parmi les parents qui viennent nous voir. C'est une association qui est affiliée à Dyslexique de France, dont je suis également présidente, et qui est adhérente de la FF10, ce qui fait que nous avons un prolongement de travail au national très dense. Alors, les services de Dyslexique Occitanie, puisque c'était la question que vous nous aviez envoyée, la guidance parentale, on aide les parents à se positionner quand ils nous appellent dans le cadre des diagnostics à faire, du matériel de compensation à trouver, des relations avec l'école. On les guide pour les dossiers MDPH, pour les dossiers d'aménagement aux examens. Également, quand il le faut,
pour l'aide aux devoirs, parce que c'est une partie très importante qu'on oublie souvent, qui n'a rien à voir avec la loi, mais qui se pose à toutes les familles d'enfants 10. On essaie de donner les informations d'anticipation pour que les personnes puissent se projeter et qu'elles soient rassurées, parce que la loi de 2005 met les parents au centre de tous les dispositifs. C'est eux les maîtres d'œuvre. Ils doivent disposer des informations pour pouvoir ensuite les transmettre à l'école, à tous les partenaires autour de leur enfant. Donc, nous les aidons à comprendre le droit, à décrypter le droit, et en somme, nous partageons notre expérience personnelle et celle de toutes les personnes que nous avons accompagnées et aidées, qui s'enrichit au fur et à mesure. Pour les adultes, également, il y a un volet, mais je ne vais pas le développer. Il y a une mission de l'association qui consiste à défendre les cas particuliers, que ce soit au niveau des relations avec l'école, mais aussi à la MDPH, en siégeant à la MDPH, et également quand il faut le faire et quand c'est justifié, en allant au tribunal. Nous avons aussi fait un travail de recherche il y a déjà maintenant assez longtemps, puisqu'en 2011, nous avons réfléchi à des solutions informatiques de compensation. Il y a une époque où ce n'était pas donné, il fallait que même les parents eux-mêmes se mettaient à chercher. Et on avait fait une espèce de une combinaison entre les ordinateurs magnétotactiles et OneNote. Une maman avait développé un didacticiel qu'on a mis en ligne gratuitement. Et c'est un exemple, parce que depuis, on a fait d'autres choses, mais pour montrer le genre de mission qu'on peut faire. Et puis, on a fait des ateliers aux familles pour leur montrer comment l'utiliser, et même parfois aux ergothérapeutes. Et puis, pour l'aide aux devoirs, on essaye un peu partout en France, mais surtout dans Dyslexique Occitanie, c'est nous qui avons commencé, de se mettre en lien avec des bénévoles et on met les personnes en lien avec les bénévoles qui font de l'aide aux devoirs parce que quand l'école et tout est fait, les aménagements sont mis en place et tout, il reste encore cette difficulté pendant une assez longue période pour les dyslexiques de faire leurs devoirs tout seuls. Et le dernier volet, non, il y en a encore deux, défense des intérêts des dyslexiques auprès des pouvoirs publics par un travail sur les lois, des participations à des commissions, que ce soit départementales ou nationales. Par exemple, Laurence Ferrasson fait un travail avec la Haute Autorité de Santé. Moi-même, je siège dans certaines commissions du CNCPH. Nous participons aux travaux de la FF10 dans tous les domaines et à travers la France. Et le cinquième volet, c'est une collaboration avec l'ensemble de la société civile, que ce soit de la formation dans les entreprises, le partenariat avec les plateformes, la réponse aux sollicitations des professionnels qui nous appellent. Voilà. D'accord. D'accord, très bien. Donc, merci pour cette introduction. La première question dans ce thème-là, on reviendra sur l'école, la scolarité, puisqu'il y a un temps qui est spécifiquement dédié. Mais on avait, en préparant ce webinaire, évoqué la question des familles. Peut-être certaines nous écoutent ou peut-être elles ne nous écoutent pas, mais en tout cas, elles ont des questions et des besoins. Les premières difficultés, parce qu'on ne sait pas tout de suite, les parents ne savent pas tout de suite que ça relève d'une dyslexie, d'une dyspraxie ou d'un TDAH, surtout que le diagnostic est parfois posé plus tardivement. Mais si on prend les premiers mois, les premières années de vie, là, avant même l'école, les enfants vont éventuellement à la crèche, à l'halte-garderie. Est-ce que d'abord, vous avez déjà des retours? Est-ce qu'il y a déjà des parents qui s'inquiètent sans trop savoir ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes amené à éventuellement leur dire à ces familles qui peuvent s'inquiéter sans trop savoir de quoi il est question? Est-ce que c'est des situations que vous rencontrez, Madame Mangin? Oui, bien sûr, souvent. D'ailleurs, la première des choses qu'on leur dit, c'est qu'il faut consulter. Alors, consulter qui? Déjà son médecin traitant, un pédiatre ou un neuropédiatre qui va donc orienter les parents. Et depuis 2019, donc, il y a un parcours de soins qui est en déploiement sur tout le territoire. Bon, il n'est pas encore opérationnel partout, mais bon, c'est
c'est en cours. Il s'agit donc des fameuses plateformes de coordination et d'orientation. Ces plateformes sont des unités pluridisciplinaires qui vont permettre des bilans neuropsychologiques, orthophoniques et ainsi orienter les prises en charge nécessaires pour aider l'enfant et sa famille. Le diagnostic pour notre part de TDAH est avant tout un diagnostic différentiel. L'histoire de l'enfant, ses conditions d'arrivée au monde, son environnement, sa vie quotidienne, ainsi que les examens cliniques vont permettre d'établir un diagnostic. Et c'est ça que les parents, ils ont besoin. Et c'est le médecin traitant qui doit compléter le dossier qu'il adressera donc à la plateforme de son département. D'accord. Donc, je peux continuer? Oui, oui, oui. Allez-y, allez-y. Je n'ai pas fini. Pardon. Donc, pardon. Hein. Donc, pour la première fois, donc effectivement, le bilan neuropsychologique, qui est normalement assez onéreux en libéral, et les frais de rééducation tels que la psychomotricité, l'ergothérapie, la psychothérapie seront pris en charge, donc remboursés par la sécurité sociale pendant 1 an. Et ça s'adresse pour le moment aux enfants de 0 à 7 ans. D'accord. Et les autres plateformes, donc elles sont en cours de déploiement pour les 7-12 ans. D'accord. Et donc, elles vont offrir également aux parents, ce qui est à mon sens très important, de la guidance parentale. Parce que ça va permettre aux parents d'adopter les bons réflexes face à leur enfant pour lesquels une éducation dite, entre guillemets, classique ne convient pas. Et c'est en effet un progrès majeur parce que effectivement, on sait que plus tôt le repérage est fait et plus tôt les enfants sont pris en charge, plus sa trajectoire de vie est améliorée. À l'heure actuelle, l'âge moyen du diagnostic pour notre part au TDAH est de 8 ans. Et on espère que ces fameuses plateformes, donc, elles vont améliorer ça. Et comme vous l'avez dit, c'est souvent à l'arrivée à l'école, plus particulièrement au CP, que le CP qui signale les soucis aux parents. On en connaît tous les signes. L'enfant ne tient pas en place, il parle tout le temps, dérange ses camarades, ne parvient pas à entrer dans les apprentissages. Il est très lent, tant pour l'écriture que pour la lecture. Il est brouillon, distrait, répond à côté des questions, ne retient qu'une partie des consignes, oublie souvent ses affaires. Mais les difficultés d'un enfant TDAH concernent tous les domaines de sa vie et pas seulement à l'école, que ce soit à la maison, en société, dans les relations avec les autres. D'accord, d'accord. Merci. Merci, Madame Mangin. Madame Chebaiki, il faut consulter. Premier conseil, enfin, pour les familles qui découvrent, hein, voilà, est-ce que voilà, elles s'inquiètent, etc. Est-ce que donc c'est tout de suite consulter le plus tôt possible? Alors, concernant un enfant qui peut avoir des troubles de dyspraxie, moi, je dirais, enfin, moi, ce que je dis aux mamans ou à la famille qui me contacte, c'est de suivre son intuition. Voilà. Si la maman s'inquiète ou le papa, mais très souvent, c'est la maman, hein, dans le développement et l'apprentissage de son enfant. Donc, la première chose que je fais, c'est la rassurer et lui dire qu'elle a peut-être raison. Et qu'effectivement, chez les enfants dyspraxiques, on peut s'apercevoir dès la grande section de maternelle qu'il y a des petits soucis au niveau de la dyspraxie, parce que ce sont des enfants qui vont se détourner des dessins, les puzzles, ils n'aiment pas, ils ont du mal à s'habiller, ils ont besoin d'aide, à se laver les mains. Voilà, tous ces petits gestes du quotidien apparaissent de manière importante en grande section de maternelle. Donc, ce que je peux conseiller aux familles, c'est de s'adresser à l'enseignante de l'enfant, hein, d'en parler avec elle, et ou au médecin scolaire en première instance. Et si effectivement le médecin scolaire ou l'enseignante met en évidence des décalages par rapport à des enfants de la même classe d'âge, à ce moment-là, j'oriente la famille vers un psychomoteur ou ergothérapeute, mais à 5 ans, c'est plus un psychomoteur, une orthophoniste, un orthoptiste pour un bilan des capacités motrices, oculaires et neurovisuelles, puisqu'on a tendance à parler de dyspraxie, problème de geste des mains, mais il y a aussi la dyspraxie visuelle ou neurovisuelle. Donc, elle est très importante. Au vu de ces résultats, ces enfants ont, pas pour tous, mais pour certains,
besoin d'un suivi chez un psychologue parce que il y a chez ces enfants un manque crucial de confiance en soi, une estime de soi qui est aussi dévalorisante par rapport au regard de leur père. Et enfin, un bilan chez un neuropsychologue pour évaluer les capacités intellectuelles exécutives et ou attentionnelles au moyen d'un bilan qui est le test psychométrique. Et à la suite de ces bilans, faits par le neuropédiatre ou un neuropsychiatre qui va poser le diagnostic, si 10 avérés, là, je conseille aux familles de monter un dossier MDPH pour faire reconnaître la dyspraxie. Alors, moi, je voulais juste rajouter, parce que la définition de dyspraxie ou le TDC, qui est le trouble de développement de coordination, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas une, mais plusieurs dyspraxies. La dyspraxie, c'est une anomalie de la planification et de l'automatisation des gestes volontaires. Et en fait, la réalisation d'un geste résulte de la gestion qui est coordonnée et automatique de nombreux facteurs temporels et spatiaux qui font l'objet d'une préprogrammation cérébrale. Et en fait, chez ces enfants, elle est incomplète, voire inexistante chez les dyspraxiques, et le geste, en fait, ne devient jamais automatique. Et donc nécessite un contrôle volontaire. Donc, en fait, on a l'impression qu'ils sont toujours dans l'apprenant, toujours en train de réfléchir. Ces enfants, quoi qu'il en soit, en situation de double tâche, ils sont en difficulté. Et dans le cas de la dyspraxie visio-spatiale, donc le trouble du regard et de la perception visuelle et de la représentation de l'espace qui se rajoutent. Donc, chez les enfants dyspraxiques, c'est très, très compliqué, mais on peut s'en rendre compte dès la grande section de maternelle. Et ensuite, quand ils rentrent en CP, quand ils vont accéder aux apprentissages, c'est là où on va parler peut-être aussi de troubles de la lecture ou du langage oral ou écrit. Voilà, donc on peut le diagnostiquer assez rapidement. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Si je parle de mon cas, mais d'autres cas de famille, on a pu détecter un trouble du développement de coordination dès la crèche. Oui, c'est ça. C'était ça, oui. c'était ça la question. Oui, est-ce qu'il n'y a pas déjà des signes précurseurs qui doivent nous alerter, pas forcément attendre qu'il y ait un diagnostic formalisé pour intervenir? Ah oui, il y a des signes. Il y a des signes chez ces enfants. Ils sont maladroits. On dit qu'ils sont maladroits, rêveurs. Ils tombent très souvent. Ils se cognent. Et puis, on a l'impression que rien ne les intéresse. Voilà. Donc, voilà. Et souvent, on les traite de feignants. Ils n'ont pas envie, ou quand ils veulent, ils le font. Non, on est vraiment dans le trouble. On commence déjà à on peut vraiment parler d'il y a quelque chose. Il y a un petit truc qui ne va pas. Il y a déjà quelque chose. Voilà. On peut se questionner. D'accord. Madame El-Chami, les premiers conseils, les premières alertes, les premières inquiétudes des familles, elles peuvent arriver aussi très tôt dans votre champ? Alors, oui, parce qu'il existe d'ailleurs des tests à faire en classe de maternelle par les institutrices depuis pratiquement 2009, à la demande du gouvernement. L'Institut Rothschild les avait fabriqués pour voir les anomalies de repérage visuel, parce que c'est la première chose qu'on voit avec des troubles phonologiques. Mais quand il y a des troubles du repérage visuel, il y a un potentiel de dyslexie. Voilà. Donc, et la rééducation neurovisuelle peut se faire très tôt et elle est très efficace. Cependant, la question c'était qu'est-ce qu'on fait quand les familles voient qu'il y a un problème? Nous, en fait, quand il y a un soupçon de dyslexie, il doit indiquer par les enseignants ou par la famille. La première chose qu'on fait, c'est guider vers les professionnels pour faire un bilan pluridisciplinaire. C'est essentiel pour éviter de ne pas faire d'examen global, parce que c'est un trouble spécifique. Il faut éviter de passer à côté d'autres troubles comme le fait de mal entendre, ou de mal voir, ou d'avoir une déficience mentale.
Et ce n'est. Alors, nous, la porte d'entrée en dyslexie, c'est les orthophonistes. Donc, on envoie souvent vers l'orthophoniste et on explique aux parents comment on fait le diagnostic. Qu'est-ce qu'un diagnostic pluridisciplinaire? En quoi il consiste? Pourquoi on fait ça? Et jusqu'où il faut aller? On guide vers les professionnels. Mais parfois, il arrive qu'on nous appelle dans l'urgence, c'est-à-dire que un enfant pour lequel il y a un soupçon de dyslexie depuis très longtemps, il n'y a rien qui a été fait, mais c'est parce qu'on est devant une baisse soudaine du niveau scolaire ou qu'on est devant des examens qu'on nous appelle. Alors là, la démarche, elle est différente. On accélère un peu. On intervient même pour mettre en relation avec des professionnels pour que ça aille vite, notamment par exemple quand il y a des dossiers d'aménagement à remplir et qu'on sait très bien que si l'élève, même en double tâche, a des notes très très moyennes pendant son année, il va être pénalisé le jour où il n'aura plus la notation bienveillante de ses enseignants qui le connaissent, une forme d'aménagement dilué mais qui ne se voit pas mais qui est là, ou quand il sera devant une copie où il est anonyme. Donc là, on n'hésite pas à accélérer pour que l'élève soit sécurisé et surtout qu'il ne subisse pas d'injustice parce qu'il n'a pas été accompagné plus tôt, alors que peut-être il a un trouble qui peut s'avérer important. On parlera tout à l'heure de la différence entre le collège, le lycée, etc. Et je développerai ce point-là. D'accord. Dans le cas d'un premier bilan, quand même, la priorité, c'est que les parents sont souvent perdus et ils ont peur. Donc, il faut faire baisser le niveau d'angoisse et d'incertitude en expliquant leur rôle, les lois, la priorisation, le diagnostic, parce que ça leur permet de se projeter, de commencer à agir. Et à partir du moment où ils agissent, il y a une baisse d'angoisse, ils tiennent debout, ils deviennent acteurs du problème. Voilà. Merci, ça me fait ça fait le lien avec une question, la dernière question sur cette première thématique. On parle de consultation, de professionnels, d'avis spécialisés, mais on a aussi des retours des familles pour qui c'est très impressionnant. Enfin, pour les familles naïves, hein, je parle, c'est-à-dire celles pour qui elles ne connaissent pas le milieu du handicap, elles découvrent que leur fils peut avoir, ou leur fille peuvent avoir des difficultés. Et voilà, consulter, ça peut être très impressionnant. Hein. On a des retours des familles, ou voire des familles qui n'osent pas, qui attendent parfois très longtemps avant de faire le premier pas. Donc, est-ce que c'est un petit peu le rôle de vos associations, mais en même temps, elles ne vous connaissent pas forcément puisqu'elles découvrent. Donc, voilà, comment on fait avec ces familles débutantes, entre guillemets, pour qui des professionnels, la pédopsychiatrie ou même une orthophoniste, ça peut déjà être, c'est un monde qu'ils ne connaissent pas et qui peut être impressionnant en première intention. Oui, Madame Mangin, oui. Déjà, on écoute. On écoute. Et à partir du moment où effectivement, je rebondis sur ce que Nadia a dit tout à l'heure, les mamans, elles ont de l'intuition. Elles sentent quand il y a un truc qui cloche. Donc, quand une maman nous appelle, elle dit, voilà, je vous appelle parce que mon fils ou ma fille, j'ai vu sur votre site, il ou elle a des signes qui semblent correspondre, mais je ne suis pas sûre et tout. Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que vous pensez? Comment je peux faire d'une manière pratique? Et donc, effectivement, là, nous, pour le cas du TDAH, quelquefois, c'est très franc et quelquefois, ça l'est un peu moins. D'où la nécessité de bien écouter. Parce que quand un enfant a juste un TDA, qui n'a pas le H derrière, c'est moins facile à identifier clairement. C'est pour ça que on envoie sur les professionnels de santé. Nous, on n'est pas des professionnels de santé. Moi, personnellement, je suis juste une bénévole. Et effectivement, il y a des cas où c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Quand on me dit que l'enfant déjà en maternelle, il n'arrête pas de courir partout, il se bagarre, il n'écoute rien, il n'arrive pas à finir la consigne. Effectivement, on ne peut pas nier. Bien sûr, ça peut être d'autres choses.
Mais comme moi, je ne suis pas formée pour dire, voilà, ça peut être ça ou ça, j'oriente vers les professionnels de santé qui, eux, vont voir si effectivement, est-ce que c'est un problème, comme elle a dit, conceptionne un problème d'oreille. C'est peut-être pour ça que l'élève n'y répond pas ou autre. Mhm. Mais il faut d'abord écouter et après orienter. D'accord. D'accord. Madame Chebaiki? Oui, moi je voulais rajouter effectivement, quand une maman m'appelle pour savoir si il y a une dyspraxie avérée, en première instance, bien sûr, on fait un bilan chez, j'ai oublié le nom, chez l'ORL, pardon, pour écarter s'il n'y a pas un problème d'audition, un bilan orthophonie pour voir s'il n'y a pas un petit retard. Et effectivement, nous, enfin moi, je me positionne en tant que parent expert. J'ai quand même un jeune ado, même un jeune adulte de 18 ans, où il y a déjà une histoire, un parcours. Je suis dans l'association depuis un peu plus de, enfin, pas loin de 10 ans. Donc, je baigne et je baigne dans ce trouble, en fait, depuis quelques années. Donc, je me suis beaucoup documentée, j'ai fait beaucoup de recherches personnelles, mais après, c'est les histoires des familles qui ont permis aussi de monter en compétences. Donc, quand une maman me décrit les problématiques qu'elle rencontre, autant au niveau scolaire que dans l'environnement familial, parce que la dyspraxie, elle n'est pas qu'un problème scolaire, elle est aussi un problème familial, social, environnemental et plus tard professionnel. Donc la dyspraxie, c'est un vrai trouble, un vrai handicap qui a des impacts et des retentissements dans la vie de tous les jours. Donc, un enfant, quand je demande à la maman, c'est vous qui lui préparez ses affaires le soir? Ah ben oui. C'est vous qui lui préparez son petit déjeuner le matin? C'est vous qui lui débarrassez? C'est vous qui l'habillez? Ah ben oui, parce que ça va plus vite. Oui, mais après, je leur demande. Mais par rapport à un enfant du même âge, et souvent, enfin, si on a de la chance qu'elle a un enfant un peu plus grand ou un enfant plus jeune, ça peut arriver, qui fait les choses mieux que cet enfant qui pose un problème, ben là, elle se pose des questions, elle se dit, ah oui, effectivement, je fais sans m'en rendre compte, mais finalement, est-ce que vraiment c'est normal de faire à sa place? Donc là, déjà, on conforte ses doutes. D'accord. Donc, et ça, les familles, c'est ce qu'elles ont vraiment besoin, qu'on conforte leurs doutes. Après, je ne vais pas systématiquement accompagner les familles dans le champ du handicap. Il faut être pertinent. Tous les enfants ne relèvent pas du champ du handicap. Par contre, pour la dyspraxie, c'est vraiment, et j'insiste, c'est un handicap qui relève du champ du handicap. Mais avant ça, c'est pour cette raison, juste pour terminer, que je demande aux familles de faire tous les bilans que j'ai énumérés à la question précédente pour être sûr de qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Et après, c'est un vrai parcours du combattant. On ne fera que démarrer. D'accord. Merci, Madame El-Chami. Oui. Un mot sur ces familles débutantes. Voilà, mais j'avais commencé à répondre parce que je pensais que c'était là la question. Donc, en fait, je guide vers le diagnostic, vraiment, et puis après, je reçois la famille. C'est-à-dire que je reçois la famille parce que quelle que soit la demande de départ, la question cache tout un ensemble d'autres choses qui n'est pas dans la première conversation. Donc, quand je reçois la famille, je balaie, j'écoute, j'essaye d'appréhender quelle est la question principale, d'appréhender les problèmes. Et en général, le premier entretien avec les familles, il dure bien 1 heure. C'est un briefing complet où je les mets en anticipation. Je leur fais comprendre ce que peut être l'avenir en donnant des exemples et des tas de visions d'autres cas pour que les parents arrivent à comprendre la problématique globale, pas seulement à travers leur enfant, mais qu'est-ce que c'est que la dyslexie, puisque moi je suis sur le champ de la dyslexie. Par rapport à vous, à votre enfant, au point où vous en êtes. Et puis après, cet entretien est suivi d'un accompagnement général. Je demande aux personnes de m'appeler à chaque stade et à chaque étape de décision à prendre ou de problème posé.
qu'ils se sentent rassurés et accompagnés. Voilà. D'accord. Merci. Alors, il y a beaucoup de réactions hein, sur le chat autour notamment de l'orientation vers des professionnels, évidemment des délais d'attente par rapport au diagnostic. On y reviendra peut-être sur la thématique du parcours de soins parce que le diagnostic fait partie évidemment intégrante du parcours de soins. Il y avait une question aussi sur les plateformes et Oxytadis. Donc là, je renvoie au centre d'excellence et vous avez d'enregistrer le précédent webinaire où était invité Oxytadis, donc où vous allez pouvoir avoir en détail un petit peu l'émission d'Oxytadis, l'émission des plateformes et l'articulation. Et puis, on reviendra sur les professionnels, l'accès au diagnostic et aux prises en charge. Et puis, peut-être juste une remarque d'une maman qui nous disait que c'était finalement, avec les autres enfants de la famille, avec le petit frère, qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un décalage et qu'il y avait des questions qui se posaient. Donc, c'est effectivement parfois aussi dans la fratrie, à l'intérieur de la fratrie, qu'on se rend compte qu'il y en a un qui se développe un petit peu différemment. Alors, on aborde… Eric, excuse-moi, oui, il y a des questions qui reviennent. Est-ce qu'on peut donner la définition de PCO? Oui, plateforme de coordination et d'orientation. Donc, il y a une stratégie nationale qui a été développée pour les 0-6 ans, 11 mois. Des fois, on dit 0-7 ans. Et puis, il y a une stratégie qui va se développer pour les plus âgés, les 7 ans et plus. Plateforme de coordination et d'orientation. Il y a l'objectif d'en avoir un au minimum dans chaque département. Voilà. Et pour la région Occitanie, c'est en train de se développer. Et de nouveau, je renvoie à notre site et à la présentation détaillée de ces plateformes et du lien avec Oxytadis. Alors, la thématique, évidemment, une des thématiques centrales, c'est l'école. L'école, évidemment, par rapport à des troubles des apprentissages, notamment, elle tient un rôle central, parfois un rôle de révélateur. Et donc, la première question à Madame Mangin, où vous situez le rôle de l'école par rapport au TDAH? Vous en avez déjà dit quelques mots. Où on en est aujourd'hui et la question qui va avec et qui est récurrente, où en est-on de l'inclusion scolaire de ces enfants différents que vous représentez aujourd'hui? Alors, c'est simple. Il faut effectivement travailler avec l'école parce que quand il y a ce trouble, c'est très difficile à la fois pour l'équipe enseignante, pour la famille et pour l'élève qui est avant tout un enfant. Et donc, notre association, elle prône depuis toujours l'inclusion en milieu scolaire ordinaire. Parce que c'est vrai que c'est la meilleure façon de leur assurer un avenir tant professionnel que personnel. Bon, c'est vrai que parfois, il peut s'avérer nécessaire quand le trouble est très sévère et quand il est associé à d'autres troubles d'apprentissage. Donc, quand on sait que 61% ont au moins un trouble associé et certains enfants sont TDAH et multidys, bon, quelquefois, il peut être nécessaire de leur faire intégrer provisoirement des sections scolaires avec du soutien, genre classe UNIS, classe SECPA. Mais on conseille toujours aux parents de demander des aménagements scolaires d'une manière officielle, comme le PAP ou le PPS, quand ils passent par la MDPH. Ils peuvent également demander l'aide d'une AVS, qui est effectivement profitable pour l'enfant. Et on a pu observer que lorsque les enseignants pratiquent des pédagogies différenciées, qui tiennent compte des difficultés réelles de l'enfant, ça se passe en effet beaucoup mieux. Mais on insiste surtout sur le fait de travailler avec l'école. D'accord, d'accord. Et pour avoir une reconnaissance à l'école, il faut avoir d'abord une reconnaissance médicale, mais en attendant, bien souvent, l'école, elle pallie comme elle peut. D'accord. Madame Chebaki, sur la question de l'inclusion scolaire par rapport aux enfants dyspraxiques,
Oui, il faut permettre à ces enfants de suivre une scolarité adaptée à leurs troubles 10, ça c'est incontestable. Donc avec l'aide d'une AESH, l'outil, le matériel pédagogique, donc l'ordinateur, des aménagements adaptés, le tiers-temps, parce que c'est l'école qui doit s'adapter à l'élève et non l'inverse. Aujourd'hui, on est quand même dans des situations... moi, j'ai beaucoup de mal à parler d'inclusion quand on voit qu'on a des enfants qui ont des notifications d'AESH et qui sont aujourd'hui, là, depuis septembre, sans aide humaine. En tout cas, ne serait-ce que dans le département, on a 143 enfants avec des notifications sans l'aide humaine. De ce fait, nous, on prône pour le maintien du PPS, le projet personnalisé de scolarisation, qui est un droit du handicap et qui doit être élaboré par la Maison départementale de l'autonomie, donc anciennement la MDPH, pour mettre en place et faire respecter les droits des enfants. Voilà. Donc, c'est que par ce biais qu'on pourra vraiment et réellement faire respecter le terme d'inclusion scolaire. De toute façon, je ne vois pas comment on peut intégrer ces enfants, en tout cas les enfants dyspraxiques avec des troubles associés, puisque la dyspraxie isolée n'existe pas. Ils ont forcément une dysgraphie, une dyslexie, une dysorthographie, un TDAH par moment, une dysgraphie. Donc, je ne vois pas comment ils pourraient suivre un cursus scolaire ordinaire sans aménagement. Ça relève, voilà, c'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Donc, l'inclusion scolaire, oui, mais elle n'est pas, en mon sens, aujourd'hui, elle n'est pas complètement respectée. D'accord. Merci, Madame El-Chami. L'inclusion scolaire, j'imagine que... Alors, en fait, ce sont des enfants à besoins éducatifs particuliers. Il y a beaucoup de confusion entre handicap, pas handicap, PAP, PPS. Moi, je pense, c'est écrit que les enfants à besoins éducatifs particuliers sont bien dans le champ du handicap. On est dans le champ du handicap tel que décrit dans la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, en fait, quand un enfant a un besoin, si on ne répond pas à son besoin, alors il y a ce qu'on appelle un processus de production du handicap. L'école doit être inclusive. Quand elle ne l'est pas, c'est elle qui produit le handicap. Alors, comment on arrive à ce résultat concrètement? Eh bien, que ce soit un PPS ou un PAP, la problématique est la même. Dans les PPS, il y a un regard extérieur qui arrive avec des notifications que l'école doit s'efforcer d'appliquer. Dans le PAP, c'est l'ensemble de l'école qui doit apprendre à réagir rapidement aux besoins de l'enfant. Alors là, le problème qu'on a, c'est qu'actuellement, les PAP, ça passe par les médecins scolaires et que des médecins scolaires, il n'y en a pas. Donc, il y a comme ça un progrès à faire dans les procédures de mise en place des aménagements et on peut se référer un peu à ce qui se passe dans les autres pays européens où ce n'est pas du tout aussi rigide, où c'est beaucoup plus automatique. Il y a des pays comme l'Irlande, par exemple, on met en place une réponse aux besoins avant même de faire le diagnostic. Donc, en France, on part du diagnostic et on va vers une exigence de mise en place des dispositifs. Il y a d'autres pays où, dès que le besoin est constaté, on y répond. Voilà. Alors, processus de production du handicap, il vient en France de la rigidité des procédures. Je crois qu'il y a une évolution à faire sur ce plan-là. D'accord, d'accord. Alors, souvent les familles, enfin parfois les familles que nous rencontrons, nous, dans le cadre aussi des consultations, se posent la question de l'évolution de leurs enfants. Et donc, en matière d'école, quel est votre regard sur l'évolution de ces enfants? On a parlé d'école maternelle, d'école primaire, du collège, du lycée, voire des études supérieures. Est-ce que vous avez déjà un recul par rapport au devenir et aux adaptations scolaires qui concernent en fonction des âges, différentes organisations
scolaire. Madame Mangin, est-ce qu'on a déjà du recul aux différents âges sur ces enfants? Bien sûr. Et je pense là que tout le monde sera d'accord pour dire que les enjeux, ils sont bien différents à chaque cycle scolaire. D'autre part, parce que l'enfant, il grandit, il se transforme. Les savoirs fondamentaux à l'école primaire, lire, écrire, compter, c'est essentiel, ainsi que la socialisation. Le collège, après, c'est une période vraiment sensible pour les enfants. Ils entrent dans la puberté, ils ont affaire à différents enseignants et ils doivent s'adapter à chacun. On leur demande beaucoup plus d'autonomie, ce qui est difficile pour eux. Encore plus quand ils ont un trouble associé. Les relations entre les élèves, c'est souvent beaucoup plus difficile, on le sait. Ils peuvent être exclus des groupes et se retrouvent souvent seuls. Ils peuvent alors être attirés par des personnalités toxiques qui les manipulent vers la délinquance ou certaines addictions, jeux vidéo, achats compulsifs, le cannabis. Il faut en parler parce que c'est des choses qui se passent. Il faut vraiment veiller au grain. Et les parents se doivent également d'être présents. Mais en ce qui concerne le scolaire, grâce aux aménagements scolaires, ça peut aller jusqu'à équiper le jeune d'un ordinateur, s'il présente par exemple une dyspraxie ou une dyslexie sévère. La scolarité, elle peut vraiment être améliorée. Ça, il faut le savoir. Et si besoin, les parents, ils peuvent aussi faire appel à du soutien scolaire, après la lutte contre le décrochement scolaire, quand après ils sont en lycée. Il y a des choses déjà qui sont mises en place au niveau scolaire, ça aussi, il faut le savoir. Et donc, le tout, c'est d'utiliser tous les moyens qui sont à la disposition des parents pour pouvoir aider l'élève. L'élève qui reste quand même un enfant, plus tard un adolescent. Et qui est-ce qui assure la continuité selon vous? Parce qu'effectivement, quand les enfants changent de classe, changent d'école, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des liens, des transitions, un témoin entre l'école primaire, enfin école maternelle, école primaire, collège, lycée? Est-ce qu'il y a une certaine forme de continuité aujourd'hui? Oui, à partir du moment où il y a un repérage qui est fait, effectivement, il y a l'enseignante référente qui fait les équipes de suivi, les équipes éducatives. Normalement, elle suit ça. Elle aide à constituer le dossier pour la MDPH, pour l'attribution du matériel pédagogique si nécessaire. Ça peut être l'ordinateur, le scanner, la souris qui scanne. Ça peut être l'obtention d'une aide humaine également, donc l'AESH. Et donc, effectivement, à partir du moment où l'enfant est repéré et que c'est, je ne trouve pas le terme exact, prouvé, donc effectivement, les choses se mettent en place. Mais pour ce que j'ai constaté moi personnellement, c'est que dans beaucoup d'établissements scolaires, le repérage se fait avant le diagnostic, parce que bien entendu, on remarque tout de suite pour notre cas, pour le TDAH, et effectivement, les choses se mettent déjà en place. C'est vrai, c'est variable selon les établissements, mais en règle générale, ça se fait avec plus ou moins de succès. Le problème avec ce trouble qu'est le TDAH, c'est que il faut composer avec la sévérité du trouble, le fait que l'élève il grandit, il faut composer avec le fait que il faut sans cesse ajuster, adapter. Et c'est un équilibre qui est quelquefois difficile à avoir. Mais à partir du moment où les choses, elles sont enclenchées, ça marche forcément beaucoup mieux. D'accord. Madame Chebaiki, moi je suis complètement d'accord et je rejoins Martine. Pour les enfants dyspraxiques, si ces difficultés elles sont reconnues et comprises de façon précoce, il pourra poursuivre une scolarité normale avec des adaptations adaptées. Et moi, j'ai beaucoup d'exemples où on a des jeunes qui accèdent aux études supérieures, chose qu'on n'avait pas il y a 10 ans en arrière. Donc, on a de plus en plus de jeunes qui arrivent à poursuivre des études au-delà du bac. Donc, c'est sûr que plus tôt les choses sont mises en place, plus tôt il y a des prises en charge et mieux sera le devenir de ces enfants. Et ces années de rééducation
vont permettre à ces jeunes collégiens et lycéens, moi je pense un élève qui est en CE2, donc qui a 8 ans, où on lui propose l'outil informatique pour compenser sa dysgraphie. Il va prendre 1 an, 2 ans de prise en charge en ergothérapie, mais après, l'objectif c'est qu'en 6e, il puisse gagner une certaine autonomie, donc je fais bien entre guillemets, parce qu'on parle d'autonomie, mais ces enfants, ils ont une autonomie totale, c'est très compliqué, puisqu'ils sont en double tâche constamment à l'école. Mais ils vont gagner en confiance en soi, une meilleure estime de soi, ils se sentiront plus sûrs d'eux, ils vont montrer et prouver qu'ils sont capables de faire de belles choses. Et ils mettront en avant leurs compétences, et ils seront évalués par leurs compétences et plus par leur handicap. Donc c'est pour ça que j'insiste, plus tôt le diagnostic est posé, plus tôt les prises en charge sont mises en place, et mieux sera la situation du jeune et de la famille. Après, en mon sens, qu'il soit au collège, qu'il soit au lycée, les familles doivent rester toujours vigilantes, veiller à ce que les aménagements soient bien respectés, d'où ce fameux projet personnalisé de la scolarisation qui est le PPS, qui est proposé par la MDPH et mis en œuvre par l'Éducation nationale. Et à partir de là, les enfants, les familles rencontrent beaucoup moins de difficultés pour le respect de leurs droits au handicap. Voilà, donc l'inclusion scolaire, pour moi, elle est primordiale. Donc, elle a toute sa place dans la scolarité. D'accord. Merci. Madame El-Chami, sur cette notion de développement et d'évolution à travers les âges, on va dire, depuis Moi, je dirais que le primaire, c'est le purgatoire des dyslexiques. On leur demande tout ce qu'ils ne peuvent pas faire, que dès qu'ils accèdent au collège et qu'ils ont des matières et qu'ils les tirent vers le haut parce que ça les intéresse, on assiste à des progrès et à une évolution de l'enfant par palier. Et il faut faire comme pour un enfant qui apprend à marcher. Il faut les accompagner vers l'autonomie, mais rester à côté d'eux. Et il y a un moment où ils nous lâchent et ils partent tout seuls, et ça y est, ils savent faire. Et ça se fait souvent à travers une prise de conscience de qui je suis, parce qu'en primaire, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas faire les trucs alors que les autres les font. Et au fur et à mesure, quand ils comprennent qu'ils sont capables de comprendre, d'avoir des résultats, et qu'ils sont aussi intelligents que les autres, même parfois mieux, puisqu'il y a une comorbidité entre dyslexie et précocité, il y a une espèce d'évolution qui se fait. Et puis, au bout du compte, moi, l'expérience que j'ai de cette première génération qui sont arrivés à des études de très haut niveau, puisque j'ai eu affaire à des recours auprès de l'école polytechnique en 2018, et que maintenant, les 10, ils peuvent faire les études qu'ils veulent à partir du moment où la loi est respectée et où ils ont leurs aménagements. Cette première génération nous surprend. Voilà, c'est ça qu'il faut dire aux familles. Il ne faut pas que les jeunes s'auto-inhibent. Il y a des actions des universités et des grandes écoles, notamment auprès des bacheliers, pour leur montrer que tout est possible, qu'ils ne doivent pas s'auto-inhiber dans leur vision de l'avenir. Et c'est de plus en plus vrai. Et maintenant, il y a la charte de l'étudiant international en situation de handicap qui a été signée, je crois que c'était en début 2019, par les ministres, les étudiants Erasmus. Donc, il faut les accompagner tant qu'ils le demandent. Et quand ils sont prêts, ils vous le font savoir, ils vous le font sentir. Voilà. D'accord. Bon, ça réagit toujours beaucoup sur le chat, notamment avec la question de la formation des enseignants. Voilà, on a parlé tout à l'heure de pédagogie différenciée. Effectivement, là, ce sont des exemples évidemment très, très importants de pouvoir adapter à un certain moment l'enseignement aux besoins particuliers de ces enfants. Mais il y a aussi des questions autour de l'organisation générale, c'est-à-dire que de la relation entre, par exemple, enseignants et l'AVS, la question de la place des psychologues de l'éducation nationale, la question du médecin scolaire, etc. Alors,
voilà, il nous faudrait un colloque entier pour détailler et aborder la question. Comme le temps avance très très vite, je voudrais passer à notre troisième thème. Vous l'avez déjà abordé, hein, vous en avez déjà parlé beaucoup, hein, le parcours de soins, le diagnostic, les bilans. Il faut absolument, voilà, il faut absolument, dès que c'est possible, très très tôt, repérer et puis pouvoir, entre guillemets, officialiser. Comment votre association se positionne aujourd'hui dans le parcours de soins de ces enfants-là? Quel rôle vous essayez de tenir? On a entendu des conseils. Est-ce que ça va au-delà du conseil pour voilà, accompagner les familles dans ce parcours, Madame Mangin? Ben oui, bien sûr, hein, parce que bon, les bénévoles, ben, nous avons une bonne connaissance des ressources de notre département. Donc, pour notre cas, pour le TDAH, on insiste systématiquement à la consultation des spécialistes parce qu'effectivement, comme le diagnostic est des fois difficile à avoir parce qu'il faut éliminer tout ce qui n'est pas physiologique, il faut voir est-ce qu'il n'y a pas des troubles associés et tout. Donc, on oriente régulièrement les personnes vers les professionnels qui connaissent le TDAH, ceux qui ont des bonnes pratiques professionnelles, afin d'éviter l'errance médicale qui est très préjudiciable. Parce que souvent, on entend dire, oui, on m'a parlé de TDAH, c'était en CP, et puis il est en CE2, il n'y a encore rien qui est fait. De plus, à chaque fois que c'est possible, ben, on contacte les professionnels de santé pour diffuser de l'information et aussi pour nous tenir informés des progrès de ce parcours sur notre région, hein. Et notre association, ben, elle participe au groupe de travaux de la délégation interministérielle à la stratégie nationale autisme au sein des TND. Et je dois dire que nous, sur Montpellier, on a quand même de la chance parce qu'on a euh, donc, au sein du CHU, on a accès à différentes guidances, la guidance parentale, on a la guidance pour les enfants, enfin de la remédiation cognitive, avec la méthode Barclay, d'autres choses. On a accès dans notre département à de telles choses. D'accord. Ce qui n'est pas le cas de partout non plus. Oui, il y a encore une inégalité du service et des prestations. Madame Chevaïki, sur voilà, le positionnement de l'association sur la question du parcours de soins, vous le disiez tout à l'heure, hein, vous poussez voilà, vers les services spécialisés ou en tout cas vers les services qui sont en capacité de diagnostiquer, hein, ces difficultés praxiques. Oui, tout à fait. Mais bon, après, la réalité, c'est que en première instance, on envoie les familles au centre référent, mais les centres référents, il faut être réaliste. C'est des délais qui sont très longs. Et 18 mois, entre 15 et 18 mois d'attente, on ne peut pas aujourd'hui. On ne peut pas se permettre pour un enfant, enfin une famille, elle ne peut pas se permettre pour un enfant d'attendre 18 mois avant d'avoir un rendez-vous. Donc, en première instance, on les guide, on les oriente, on a des contacts de médecins de ville, des spécialistes, des rééducateurs, où on va pouvoir déjà commencer à faire des bilans de manière à ce qu'on puisse un peu avancer en attendant d'obtenir un rendez-vous, soit au CHU, soit neuropédiatre, pour poser le diagnostic. En parallèle de ça, alors sans ces bilans, de toute façon, on ne peut pas savoir si l'enfant a une dyspraxie avérée. Ça, c'est sûr, hein. Donc là, moi, je ne suis pas médecin, c'est ce que je dis aux familles. On a besoin d'avoir ces bilans pour savoir si on va au-delà du diagnostic, c'est-à-dire de l'élaboration du dossier MDPH. DMF34 siège depuis maintenant 6 ans à la CDAPH, donc on connaît vraiment tous les rouages de la démarche du dossier MDPH, qui peut être aussi un frein pour les familles, parce que quand on prend le dossier MDPH 12 pages, je peux vous dire que même la personne qui a un niveau intellectuel pas trop... correct, peut être vite refroidi. Donc, on les encourage et on les guide. Aujourd'hui, j'arrive à accompagner les familles à élaborer le dossier MDPH que par téléphone. Soit, ça me prend 1 heure, mais j'ai plus besoin de me déplacer.
La situation sanitaire ne me le permet plus, mais aujourd'hui, je maîtrise tellement bien, même l'équipe de DMF maîtrise tellement bien les dossiers MDPH qu'on est capable d'aider les familles par téléphone. Et elles sont hyper contentes parce que le dossier de MDPH, c'est aussi permettre à l'enfant d'être reconnu et de pouvoir mettre enfin un mot et un nom à ces problématiques et de pouvoir après avancer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est le début du vrai parcours du combattant. Hein. On pense que c'était avant, mais non, c'est à partir du moment où il y a un diagnostic de posé, à partir du moment où il y a un dossier MDPH qui est mis en route, là, il va y avoir un parcours du combattant. Mais nous, on est là, on les rassure. On leur dit qu'ils peuvent compter sur nous. Alors, effectivement, des fois, ils mettent du temps à nous trouver, mais une fois qu'ils nous ont trouvés, nous, on ne les lâche plus. Ils peuvent vraiment, vraiment compter sur nous. On est des parents d'enfants 10, on est des bénévoles et on travaille on le prend sur du temps supplémentaire. Donc, le temps qu'on passe avec ces familles, c'est du temps qu'on passe en moins avec nos enfants, avec notre propre famille. Mais c'est un engagement. Hein. On s'est engagé dans cette voie parce que, en mon sens, ces enfants, ils méritent vraiment d'être aidés, d'être reconnus. Donc voilà, après on a des contacts, en tout cas dans le 34, on travaille en étroite collaboration avec le CHU, Père Plantade, enfin, voilà, on a des contacts dans le privé aussi. Donc on est assez connus, c'est un travail de fourmi depuis plusieurs années et aujourd'hui on peut réellement aider des familles dans ce parcours de soins. D'accord. Merci. Madame El Chamy, sur ce parcours de soins, diagnostic, passage obligé aussi pour les personnes dyslexiques? Alors, en fait, oui, le diagnostic est nécessaire. Souvent, d'ailleurs, il y a peu de guidance vers les parents, des parents vers les diagnostics. Actuellement, avec ce projet de plateforme, on est très, très content. Parce que jusqu'à présent, les médecins généralistes nous envoient les familles quand il y a un soupçon de dyslexie pour que nous, on les guide vers les professionnels. Donc, on a un grand espoir dans ces plateformes de troubles 10 qui supposent la formation des généralistes pour guider les parents dans les diagnostics, etc., etc. Sachant que de toute façon, c'est une tâche difficile car il y a une embolisation des professionnels disponibles. Et ça, c'est un problème qui va être mis en évidence par les PCO, parce qu'une fois que tout sera mis en place, on ne va pas faire apparaître les orthophonistes, les ergothérapeutes, les neuropsychologues disponibles. Il n'y a pas suffisamment de personnel, même dans les structures, que ce soit dans les structures ou dans le libéral, pour répondre aux demandes des familles. Donc ça, c'est une des choses du parcours. Ensuite, c'est vrai qu'une fois que le diagnostic est fait, il y a autre chose. C'est la surveillance de l'état de santé général psychologique des parents et des enfants. Je voudrais quand même revenir sur ça parce qu'il y a des moments, que ce soit à l'adolescence, au moment des examens, où les enfants peuvent aller très mal. Il y a du harcèlement, il y a des choses qui se passent dans la vie qui sont extérieures aux troubles et qui viennent l'aggraver. Et je reviendrai aussi là-dessus sur un projet de recherche. Et même l'état de santé psychologique des mamans. Vous avez toutes, je crois, vu arriver des mamans écroulées qu'il faut d'abord remettre debout pour qu'elles soient capables de comprendre et de devenir opérationnelles. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement psychologique permanent à côté des diagnostics qu'il ne faut jamais oublier. Il faut surveiller comme l'huile sur le feu parce que toutes ces périodes difficiles que les enfants et les familles vivent, ça laisse des traces dans les couples, ça laisse des traces dans les familles, ça laisse des traces dans l'économie de la famille et dans l'ensemble de l'équilibre social, économique et de santé. Voilà. Et vous avez cité une catégorie professionnelle, Madame El Chamy. Justement, la place du médecin généraliste, du médecin traitant, est-ce qu'elle est fondamentale? Comment la situez-vous? Parce que c'est souvent le pivot, le médecin de famille, même s'il n'est pas spécialisé, justement dans cet accompagnement
hors champ du trouble lui-même, il y a toute une autre dimension à prendre en compte. Comment vous voyez les choses? Et puis après, Madame Mangin et Madame Chebaki, sur cette question-là du médecin traitant et de sa place. Alors, elle était essentielle. Ils sont en première ligne, ils voient les familles, ils les connaissent puisque c'est dans la durée. Et c'est bien pour ça que les PCO, pour les deux âges d'ailleurs, prévoient des grilles à remplir par les généralistes. C'est eux qui vont être l'une des portes d'entrée principales de l'orientation vers les PCO. Ça me paraît une très bonne idée, mais bien entendu, cela suppose une sensibilisation. Moi, j'ai quand même l'impression que les généralistes sont demandeurs. Ils ont envie d'être intégrés parce qu'ils s'intéressent à leurs patients. Et puis aussi, les pédiatres, il n'y a pas que les généralistes. Les pédiatres, quand ils voient les enfants petits, je crois que toute cette classe de médecins va être… Parce que les associations, il n'y a pas d'égalité sur le territoire national. Il y a des endroits où il y a des associations, il y a des endroits où il n'y en a pas. Je crois que c'est vraiment essentiel que les PCO, avec des portes d'entrée guidées par les généralistes et d'autres, puisqu'il y a d'autres portes d'entrée, mais les généralistes en première ligne, ils ont quand même une vision médicale, ils ont une vision globale, ils permettent comme ça de voir si c'est spécifique, s'il y a un soupçon fondé, de remplir les grilles qui sont en train d'être construites. Ça me paraît extraordinairement bien. Voilà. D'accord. Madame Mangin, Madame Chebaki, sur la place du médecin traitant? Moi, je rejoins… Oui. Oh, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Moi, je rejoins tout à fait Concepcion, hein, parce qu'effectivement, c'est vraiment le pivot. Parce que, comme elle l'a dit, c'est effectivement le médecin traitant qui va remplir le carnet de repérage précoce. Et comme il connaîtra la famille depuis bien souvent la naissance de l'enfant, il aura vu l'évolution. Et donc, effectivement, il va pouvoir voir tout le stress qui a été généré par toutes les difficultés quotidiennes. Parce que la maman, quand elle n'est pas là, quand elle n'est pas bien, quand elle va voir le médecin, elle dit, je suis pas bien, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ça, il se passe ça. Et donc, c'est vrai que tout ce qui est burn-out, dépression, c'est très fréquent lorsque les parents ne sont pas accompagnés. Et j'en reviens juste 30 secondes à ce diagnostic qui est hyper important parce qu'à partir du moment où on a un diagnostic, on peut mettre des mots sur des mots. Et donc là, il faut également un temps pour digérer les choses. Et c'est le médecin traitant qui va justement accompagner, qui va pouvoir rassurer, qui va pouvoir, avec la plateforme PCO, qui va justement pouvoir orienter, guider. Et ça, c'est essentiel. Et puis, c'est super que ça arrive parce que jusqu'à présent, on se débrouillait comme on pouvait. D'accord. Madame Chebaki, sur le sujet? Oui, mais je suis d'accord aussi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Et nous, depuis 2 ans, on a l'association des médecins généralistes qui nous sollicitent pour faire des interventions, pour expliquer les difficultés que rencontrent les enfants 10. Donc, on voit depuis quelques années que les médecins généralistes sont en demande et que effectivement, la plateforme de coordination et d'orientation qui va former ces médecins généralistes est la bienvenue. C'est inespéré pour nous. Comme disait Martine, jusqu'à présent, c'était un peu le système D. On se débrouillait avec nos contacts, nos relations. Donc ça va énormément aider ces enfants, les familles. Et je trouve que pour moi, ça va du bon sens. Le médecin généraliste, qui est la plupart du temps le médecin de famille, l'enfant est en confiance. Donc, moi, je pense qu'il a tout à fait sa place dans le parcours de soins, le médecin généraliste, et ça va éviter et diminuer ces longs délais d'attente, ces errances d'attente de diagnostic. Voilà, donc les choses, en tout cas, j'espère dans l'avenir, vont aller de mieux en mieux. C'est dans ce sens-là. D'accord. Alors évidemment, ça réagit aussi sur le chat avec notamment la question, bien sûr, de l'accès au diagnostic, des délais d'attente, de la formation et de la disponibilité des professionnels. C'est bien évident qu'il va falloir trouver de nouvelles ressources ou en tout cas susciter de nouvelles ressources pour que les familles puissent avoir accès le plus tôt possible à cet ensemble de services
même si dans les commentaires, on a voilà, des réactions, le parcours de soins, un chemin de croix, 8 mois d'attente pour un rendez-vous. Voilà, on se met à la place d'une famille, c'est effectivement, voilà, c'est désarçonnant, c'est démoralisant, c'est inquiétant, c'est angoissant. Et donc, on y travaille, mais bon, voilà, on y travaille tous ensemble. C'est le témoignage de ce travail-là que l'on essaye de présenter ce matin. Il y a la question, Eric, juste, il y a la question pardon, de la création d'un label, je pense que ce qui peut être mis en lien avec les PCO, pour éviter trouver les soignants bien formés et éviter le chemin de croix. Oui, bien sûr, on y travaille sur effectivement, bon, je crois que les 3 associations ont aussi leur carnet d'adresses, ont aussi des contacts parfois, et bien sûr, il faut pouvoir s'en servir. Alors, on termine par la question, puisqu'on arrive déjà, il est 11h14, donc on arrive sur le dernier thème, sur la question du centre d'excellence. Alors, tout ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est dans le cadre d'Excellence, puisque c'est le centre d'excellence qui organise ce webinaire. Comment vous, pour ces premières semaines, pour ces premiers mois, hein, puisqu'on a dit, le centre d'excellence, c'est un bébé, comment vous voyez voilà, à l'avenir un petit peu le rôle, votre rôle à vous dans le centre d'excellence, et puis peut-être plus largement le centre d'excellence lui-même, comment vous le situez? Madame El-Chami a déjà pointé, a déjà évoqué la question de la recherche, puisque le centre d'excellence, je le rappelle, hein, c'est de pouvoir articuler recherche, recommandation de bonnes pratiques, travail avec les familles, puis avec les personnes elles-mêmes, avec les usagers. Madame Mangin, le centre d'excellence, vous y voyez une opportunité? Comment vous voyez-vous de votre place un petit peu l'avenir dans ce cadre-là? Écoutez, moi, je vois ça surtout comme un très grand progrès parce qu'il y a une question qui n'a pas été abordée, c'est la question financière. Et le fait que la plateforme, bon, bah, elle propose pendant un an un forfait pour que les familles puissent avoir accès justement différentes, aux différents bilans, prises en charge et tout, ça, c'est déjà énorme. Parce que pour une famille, faire payer des tests, c'est quand même très cher. Certaines familles enfin, beaucoup de familles d'ailleurs, ne sont pas très argentées et ça peut constituer un sérieux frein. Alors, notre place au sein du comité, nous, en fait, on souhaite simplement porter la parole des patients et de leurs familles. Parce que exprimer leurs besoins, les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain, d'une manière pratique, partager nos expériences, le vécu des patients, des familles, avec les membres du CN, c'est très important. Et il est important que les mauvaises pratiques soient éradiquées, que les parcours de soins soient beaucoup plus clairs, mieux fléchés pour les familles et pris vraiment avec une prise en charge précoce. Et pour ce qui est de notre association, j'aimerais dire qu'il faut également tordre le cou aux idées reçues sur le TDAH. Voilà, et puis je crois que le centre d'excellence, il va vraiment pouvoir participer à l'amélioration de la vie des patients et des familles. Mais également, il a un rôle de diffusion de la connaissance auprès de tous les acteurs autour de l'enfant. Parce que comme ça, l'expertise ne pourra pas être remise en cause. D'accord. Merci. Madame Chebaïki, sur le centre d'excellence. Oui, alors notre place au sein du comité éducationnel, effectivement, c'est aussi pouvoir représenter des familles d'enfants dyspraxiques. C'est aussi un lien, une meilleure prise en charge et compréhension du handicap en termes d'impact scolaire, familial, social, professionnel. La question de la recherche participative, chercheurs-familles, moi je trouve que c'est une très très bonne initiative. Et si les familles et les enfants peuvent contribuer à mieux comprendre ces troubles et à mieux les appréhender pour le futur proche, eh ben, on y va. Donc, mais aussi, il faut penser que les institutions, hein, il faut aussi les impliquer et qu'elles soient aussi acteurs de cette initiative.
Voilà, moi, pour faire très court, parce que je sais que le temps est en train d'avancer, mais voilà, nous, on est tout à fait présents et au sein du CEAND, et moi, je trouve que c'est une excellente chose. D'accord. Madame El-Chami? Oui, alors moi je pense que c'est bien d'améliorer les échanges entre les usagers et les scientifiques. En tout cas, les usagers peuvent faire remonter des problématiques du terrain qui sont passées inaperçues et qui, à notre sens, méritent de demander l'aide de la recherche pour être mises en lumière. J'ai des idées très précises là-dessus. Je crois qu'il nous avait envoyé un mail pour transmettre des idées de recherche. Tout à fait, oui. Donc, je ne veux pas vous les énumérer là parce que j'en ai 3 ou 4. Mais également que ces résultats de recherche, ensuite, aient une implication sur les politiques publiques. C'est-à-dire que nous, souvent, on vit des choses, mais on a du mal à les prouver. Par exemple, les dépressions, les tentatives de suicide, les barrières socio-économiques, etc. Il y a une corrélation très forte entre mauvaise santé mentale des jeunes, avec un impact sur la vie adulte. Et ça, on en parle très, très peu. Parce que quand ça arrive à une famille, quand il y a un suicide dans une famille, rien que pendant les vacances de Noël 2019-2020, on en a eu 2 dans le Gard. La famille, on ne l'entend plus. Alors, elle ne risque pas de demander une étude. Ce genre de choses, il faut les faire remonter à la surface parce que ce sont des choses graves, réelles, vous le savez. Les autres associations le vivent aussi. Et nous, on va bien, nos enfants ont grandi. Donc, peut-être que c'est à nous de porter, de pointer certaines études dont on a besoin pour montrer l'importance de faire de l'inclusion, de mettre un peu plus d'argent là ou là, etc. Ça, c'est une chose. Et donc, nous pouvons également être un terrain de recherche pour des décisions de recherche qui auraient été prises par les équipes du CEAND, c'est-à-dire que nous avons une masse de potentiels statistiques si on a des études à faire. Voilà. D'accord. Oui, je crois qu'on est bien dans. Vous avez bien résumé toutes les 3, hein, la mission, enfin les missions du centre d'excellence, c'est-à-dire de la transversalité, parce qu'on voit qu'entre vous, il y a des points communs, que ce soit du DIS, du dyspraxie, du dyslexique, du TDA ou du TDAH, et puis la navette, si je me permets cette expression, la navette qu'il doit y avoir entre la recherche, effectivement, et le terrain, comme on dit un peu vulgairement. Et le terrain, il est aussi le terrain des familles. Donc, bien, cette collaboration, elle paraît indispensable dans un souci, évidemment, de trouver des solutions, des pistes, en tout cas, pour la pratique et que ces jeunes, ces enfants, mais qui vont devenir aussi des adultes, aillent mieux dans leur vie de tous les jours. Alors, on arrive à la conclusion de ce webinaire. Je préviens que d'ores et déjà, je passerai 3 diapositives à la conclusion de la conclusion sur cette visioconférence pour avoir les contacts de nos 3 associations présentes aujourd'hui. Donc, celles qui ont besoin d'avoir les coordonnées et des noms pour pouvoir poursuivre les échanges en dehors de ce webinaire, vous trouverez ça dans un diaporama que je vous passerai, je vais insérer dans la réunion. Un mot de la fin à toutes les 3. Vos espoirs en 1 minute, ou votre projet, le projet qui vous tiendrait peut-être le plus à cœur aujourd'hui, quel serait-il, Madame Angin, pour terminer? Top chrono pour 1 minute. Alors, l'association, elle a obtenu récemment la rédaction prochaine d'une note de cadrage de la Haute Autorité de Santé concernant les adultes TDAH, dont l'accès au diagnostic, aux soins, aux traitements et remédiation ont énormément de retard en France. Aujourd'hui, on a beaucoup d'adultes qui nous contactent en ce sens. Pour nous, c'est vraiment un enjeu de santé publique. C'est de garantir l'autonomie des personnes en leur permettant d'accéder aux soins appropriés.
Par ailleurs, nous souhaitons quand même améliorer la connaissance du TDAH par les patients et leurs familles. Et actuellement, on travaille sur un projet de formation. Parfait, parfait. Une minute. Madame Chevaïki, votre souhait, on est bientôt dans la période de Noël, si vous deviez… Alors, si le Père Noël m'entend, Oui. j'aimerais que tous ces enfants soient les plus heureux de la Terre et que les familles ne m'appellent plus, qu'il n'y ait plus de problème. Bon, là, je rêve un peu. Non, en fait, sérieusement, non, ce que je voudrais, c'est que déjà, moi, je garde ce côté positif, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites en l'espace d'une quinzaine d'années pour les enfants dyspraxiques avec des troubles dissociés. Donc, voilà, c'est très positif. Et c'est des enfants qui arrivent à grandir et à s'épanouir de manière normale, voilà, comme un jeune de leur âge, un jeune lambda. Aujourd'hui, nous, on s'inquiète par rapport à la partie professionnelle, puisque ces jeunes enfants sont en train de devenir de jeunes adultes et que, effectivement, en termes d'insertion professionnelle, il y a énormément de choses à faire. Donc, on est en train de travailler dans ce sens avec. Donc, on a un projet avec la région, le département, et voilà, et pouvoir continuer notre combat. Encore. Très bien. Madame El Chami, le mot de la fin? Alors, moi, je voudrais que les PCO marchent, qu'on prenne exemple sur des pays européens pour faire des simplifications et des fluidités de parcours, parce qu'en France, c'est très compliqué et embolisé. Et qu'il y ait des découvertes sur le plan de la compensation qui facilite. Nous, on est en train de mener une expérience sur le territoire avec des lunettes faites d'après la découverte des chercheurs de Rennes qui d'ailleurs vont avoir le prix de médecine qui va leur être donné le 15 décembre, le prix de médecine. Et donc, voilà. De la compensation plus facile, plus de fluidité dans les parcours et que les associations aient moins de travail parce que les PCO vont fonctionner, qu'il y aura plus de professionnels et que nous puissions voilà, avoir moins de champs d'action sur les patients pour qu'il y ait plus d'égalité sur le territoire national. Voilà, si le Père Noël me donne ça, je vais aller au cinéma, à la plage, je vais… D'accord. Bon, écoutez, merci vraiment beaucoup à toutes les trois d'avoir participé. Je crois que vous avez vraiment eu l'occasion d'expliquer un petit peu où on en était. Je retiendrai effectivement, alors c'est peut-être mon côté optimiste, c'est vrai que tout ne va pas, il y a encore beaucoup de manques, mais si on prend le recul de, je ne sais pas, ces 20 ou 30 dernières années, pour les plus anciens, on a la chance d'avoir ce recul-là, on voit quand même, certes, il reste encore beaucoup à faire, mais il y a des choses quand même qui se font maintenant et qui ne se faisaient pas il y a encore peu. Alors c'est vrai que notamment pour les familles qui arrivent aujourd'hui, elles découvrent, elles ont l'impression que, bon, c'est vrai qu'il manque encore beaucoup de choses, mais qu'on a quand même avancé.